Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. À l'entame, je reçois le directeur général de la RTG, Sekouba Savané, pour la lecture d'un important acte du président de la République. Bonsoir. Bonsoir, Adèle. Nous revenons sur le décret portant réaménagement du gouvernement. Décret D 2020-122 PRG SGG portant réaménagement du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement. Article 1er. Le gouvernement est réaménagé dans sa structure et dans sa composition comme suit. 1. Ministre d'État, chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané, confirmé. 2. Ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, M. Tibou Kamara, confirmé. 3. Ministre d'État, ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique, M. Elhaj Papakoli Kourouma, confirmé. 4. Ministre d'État, ministre des Transports, M. Aboubakar Silla, confirmé. 5. Ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, M. Oye Guilavogui, confirmé. 6. Ministre d'État, ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, M. Sanoussi Bantamasso, confirmé. 7. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Mori Doumbouya, précédemment agent judiciaire de l'État. 8. Ministre du Plan et du Développement économique, Madame Mamakani Diallo, confirmé. 9. Ministre de l'Économie et des Finances, M. Mamadi Kamara, confirmé. 10. Ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale, M. Mamadou Taran Diallo, confirmé. 11. Ministre des Travaux publics, M. Moustapha Naïté, confirmé. 12. Ministre de l'Énergie, Mme Buntourabi Yatara, précédemment secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. 13. Ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat, Mme Salafani Kamara, précédemment chef de cabinet au ministère des Investissements et des Partenariats publics-privés. 14. Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Général Bourema Kondé, confirmé. 15. Ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, M. Mamadi Touré, confirmé. 16. Ministre de la Santé, Colonel Rémi Lama, confirmé. 17. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Aboubakar Oumar Bangoura, professeur à l'Institut Polytechnique, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. 18. Ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Dr Alpha Amadou Bano Bari, précédemment conseiller à la présidence. 19. Ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, M. Bari Alpha Amadou Bano Bari, précédemment conseiller à la présidence de la République. 20. Ministre des Mines et de la Géologie, M. Abdoulaye Magasouba, confirmé. 21. Ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, Dr Ibrahima Kourouma, confirmé. 22. Ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, M. Mouktar Diallo, confirmé. 22. Ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, M. Mouktar Diallo, confirmé. 23. Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, M. Saïd Oumar Koulibaly, précédemment directeur général de la GILAB. 24. Ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, M. Frédéric Loy, confirmé. 25. Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la Modernisation de l'Administration, Dr Mamadou Balo, précédemment ministre chef de cabinet de la Présidence de la République.
26. Ministre du Budget, M. Ismaël Djoubaté, confirmé. 27. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, M. Albert Damantan Kamara, confirmé. 28. Ministre du Commerce, M. Aboubakar Bari, confirmé. 29. Ministre du Travail et des Lois sociales, M. Diallo Cheikh Oumar, ingénieur chimiste, ancien conseiller chargé du développement rural à la primature. 30. Ministre des Droits et de l'autonomisation des femmes, Mme Hawa Beavogui, précédemment directrice adjointe du Fonds de l'hydraulique. 31. Ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables, Mme Mariam Silla, confirmée. 32. Ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Mme Djena Dramé, précédemment directrice des affaires administratives et financières au ministère de la Santé. 33. Ministre en charge des investissements et des partenariats publics-privés, M. Gabriel Curtis, confirmé. 34. Ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine, Mme Diané Keïta, confirmé. 35. Ministre de l'Agriculture, Mme Mariama Kamara, confirmé. 36. Ministre de l'Élevage, M. Roger Patrick Milimono, confirmé. 37. Ministre de l'Information et de la Communication, M. Amara Somparé, confirmé. 38. Ministre des Hydrocarbures, M. Diakaria Koulibaly, confirmé. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 19 juin 2020, professeur Alpha Condé. Décret D 2020-125 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Claude Kori Kondiano, ancien président de l'Assemblée nationale de Guinée, est nommé haut représentant du chef de l'État, président de la République. Chef de l'État, président de la République, bien entendu. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 20 juin 2020, professeur Alpha Condé. Décret D 2020-126 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère des Transports. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Mme Fatoumata Bineta Diallo, précédemment directrice des affaires financières au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, est nommée directrice générale de la Société navale guinéenne au ministère des Transports. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 20 juin 2020, professeur Alpha Condé. Ça y est. Ce journal se poursuit. Il a conduit beaucoup de réformes sur le système éducatif et donné d'utiles conseils au président de la République, dont il était un des conseillers les plus actifs. Dr Banoubari hérite du MENA, ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il connaît le département et pourrait y apporter un second souffle. L'homme, son parcours et ses ambitions avec Mamaïsata Kamara. Les appels téléphoniques incessants lui donnent le sourire après sa nomination. C'est la joie chez le nouveau promu du chef de l'État. Dr Banoubari est désormais le nouveau locataire du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le président de la République a renouvelé sa confiance à cet ouvrier du système éducatif guinéen. D'abord rendre grâce à Dieu et dire au président de la République merci. Je ne suis pas le Guinéen le plus compétent. Je ne suis pas le seul Guinéen. Je suis probablement parmi les Guinéens celui qui a le plus bénéficié des décrets du président de la République. Après ses études supérieures à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Dr Banoubari s'est envolé pour le Canada où il a obtenu son master en sociologie à l'université d'Ottawa
et son doctorat à Montréal. L'ex-conseiller du président de la République en charge de l'enseignement supérieur est l'un des hauts cadres qui a consacré une bonne partie de sa carrière au service du système éducatif guinéen. Ce que le président de la République m'a demandé, m'a toujours demandé, c'est humilité, travail et honnêteté. Je ferai le maximum de moi-même pour garder le cap. Je vais faire du travail pour changer le système éducatif, pour améliorer le système éducatif, parce que, comme je le dis souvent, ce n'est ni le sol ni le sous-sol qui développe un pays, ce sont ses enfants, ses femmes et ses jeunes. Et cela passe par une éducation de qualité. La soixantaine, professeur Banobari, est marié et père de 3 enfants. Le nouveau locataire du MENA peut s'appuyer sur sa riche expérience pour relever le défi du système éducatif guinéen. Omar Saïd Koulibaly, c'est lui le nouveau ministre des Postes et Télécommunications. Jusqu'hier, il était à la tête de la Guinéenne de large bande, un service technique qui le met au cœur du numérique. En prenant les rênes de ce département, il fait le vœu de poursuivre les réformes. Mohamed Salouba. Omar Saïd Koulibaly arrive à la tête d'un département qui l'a servi pendant près de 10 ans. Le nouveau locataire du ministère des Postes et Télécommunications a été successivement directeur général par intérim de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, puis directeur général de la Société de télécommunications de Guinée et directeur général de la Guinéenne de large bande. Omar Saïd Koulibaly compte redynamiser le secteur de télécommunications en Guinée pour honorer la confiance placée en lui. C'est un grand défi, c'est un très grand défi. Ce département regorge énormément de défis, mais aussi beaucoup de potentialités, de potentialités humaines, mais aussi techniques. Et c'est un département extrêmement important dans l'écosystème économique et de développement de la Guinée. Donc je compte jouer pleinement ma partition pour apporter un nouveau souffle au sein de ce département en m'inscrivant dans une ligne de main tendue vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs pour que ensemble nous puissions honorer la confiance qui a été placée en moi. Détenteur de plusieurs diplômes en télécommunications obtenus dans les universités canadiennes, le nouveau ministre des Postes et Télécommunications devra poursuivre les chantiers ouverts dans son département, notamment l'opérationnalisation effective de la fibre optique, mais aussi la modernisation de la poste. Je suis animé par une profonde conviction de relever ce défi et aussi de faire en sorte que le ministère des Postes et Télécommunications réellement soit un département phare du gouvernement de Dr Ibrahim Kassori Fofana. Marié et père de 3 enfants, Omar Saïd Koulibaly parle plusieurs langues locales et internationales. Le département est nouveau. Il résume les préoccupations du président de la République, professeur Alpha Condé, dans la lutte pour l'émancipation de la Guinéenne. Il s'agit du ministère des Droits et de l'autonomisation de la femme. Département nouveau, mais aussi un visage nouveau pour l'occuper. Le portrait de la ministre Awabe Avogui avec Djené Ansali. Avocate de profession, la locataire du tout nouveau département des droits et de l'autonomisation de la femme est titulaire d'une maîtrise en droit privé. Sortie de l'université guinéenne, Mme Yula Awabe Avogui est DGA du Fonds de l'hydraulique depuis 2018. À 42 ans, elle est ministre du département des droits et de l'autonomisation de la femme. Cette nomination est perçue comme un défi pour la nouvelle promue. Je remercie Monsieur le Président de la République. Je suis consciente des tâches qui vont me revenir. Je suis consciente de l'enjeu. Je suis consciente des défis
auxquels je serai confrontée, surtout dans le cadre de l'autonomisation de la femme. C'est un enjeu national parce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler d'émergence, on ne peut pas parler de développement sans pouvoir parler d'émancipation, d'éducation de la femme et du coup de son autonomisation. La nomination et la création de ce département de l'autonomisation de la femme sont en parfaite adéquation des engagements du chef de l'État qui a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Autre aspect de l'actualité, c'est une décision qui réjouit les opérateurs économiques. Le gouvernement annonce la suppression de la DDI, demande descriptive d'importation. La mesure va couvrir toute la période de cette crise sanitaire. Les ministres du Commerce et du Budget doivent veiller à son application. Falilou Diallo. C'est une des décisions du dernier Conseil des ministres, la suspension du paiement de la demande descriptive d'importation DDI pendant une période de 6 mois. Cette mesure entre dans le cadre du soutien du gouvernement aux opérateurs économiques en cette période de crise sanitaire. Elle concerne les denrées de première nécessité comme le riz, le sucre, le lait, l'oignon, le blé et les purées de tomates. Une décision vivement saluée par les opérateurs grossistes et importateurs. Une diminution du coût de la DDI, ça va nous permettre de diminuer le coût de notre produit. Par exemple, nous on a l'habitude d'envoyer au moins dans les 20 à 50 conteneurs. Et si on calcule le coût de la DDI, donc on a une réduction au moins de 30 à 50 millions. Ça, c'est quelque chose pour nous. Au total, 15 sociétés bénéficient de cette mesure. Une manière de soulager les opérateurs économiques de l'impact de la pandémie du Covid-19, mais aussi stabiliser les prix des denrées. Une faveur gouvernementale qui nécessite assez de sacrifices, surtout en termes de recettes au niveau du trésor public. Pour la première phase, uniquement sur le riz, si le dédouanement était fait comme ça se doit, l'État aurait engrangé près de 120 milliards de francs guinéens. Et avec le rabattement, l'État n'a engrangé qu'à peu près 16 à 17 milliards de francs guinéens. Donc il y a près de 92 milliards de francs guinéens que l'État a perdu en termes de recettes. C'est ce que j'ai appelé une manière de subventionner le riz. Donc ces 92 milliards-là sont restés dans les caisses des opérateurs pour leur permettre de compenser les écarts qu'ils pouvaient avoir par rapport à ce produit. Et c'est ce que nous avons élargi à l'ensemble des denrées de première nécessité. La suspension du paiement de la demande descriptive d'importation est une manière de soutenir le secteur privé et amener les grossistes et importateurs à réduire les prix des produits, pour ainsi alléger le panier de la ménagère en cette période de Covid-19. Le port sec de Kagbeleng, le ministre est sidéré par le niveau d'occupation anarchique. À peine confirmé à la tête de son département, Dr Ibrahim Akuruma s'est rendu sur le terrain ce matin. Avec lui, des techniciens pour une levée topographique du site. Une opération de déguerpissement des occupants illégaux sera la deuxième phase. Reportage Saint-Martin Fancinadounou. Entre Dubreka et Koya, le port sec. Classé comme réserve foncière de l'État, il est destiné à abriter les activités d'extension du port autonome de Conakry et certaines unités industrielles. Sur le terrain, les usines de ciment, de farine et de tôle sont opérationnelles. Mais ce domaine public est victime d'occupations illégales. En face de l'usine CIMAF, du côté de Dubreka, 105 hectares sont morcelés par des particuliers. Les gens, malgré les conseils qu'on leur a donnés, ont continué à faire des constructions. Même si on leur dit arrêtez le travail, c'est un domaine de l'État, ils refusent. Parce qu'ils sont sûrs de ceux qui leur ont donné le domaine, qui leur ont fait croire que la limite du port, c'est la clôture là, la route là. Que tout ce qui est vers le bas-fond, c'est pour le quartier.
Pour accélérer la récupération et la viabilisation de ces domaines publics, le ministre de la Ville et certains techniciens du port autonome de Conakry se rendent sur le terrain. On a le port à Conakry, il y a le port sec. Vous voulez, le président de la République est en train de travailler de manière à ce que certains pays voisins comme le Mali puissent aujourd'hui utiliser le port de Conakry. Je pense que tous ceux qui aujourd'hui estiment qu'ils sont sur le domaine de l'État, en tout cas au niveau du port sec ici, pensant que ça leur revient, ils se trompent. Nous allons travailler pour que tout ce qui est là soit déversé dans le portefeuille de l'État. Nous avons assez de projets parce que nous avons assez de demandes sous nos mains. Vous savez, le port autonome de Conakry est devenu étroit aujourd'hui par rapport aux exigences de fonctionnement. Tout ce que les bateaux ramènent ne peuvent plus contenir dans le port. Nous avons d'autres demandes sous les mains, les industriels et autres qui ont manifesté le désir d'occuper une partie du port pour qu'ils fassent un rendement là-dessus et qu'ils payent des redevances au port. Un fichier est déjà disponible pour aider le gouvernement à récupérer toutes les réserves foncières agressées par des particuliers à l'image de ces domaines. L'école nationale de la police, le ministre de la Sécurité y était récemment. Il a visité les lieux et apprécié la qualité des stages qui s'y déroulent. L'école de Kafilia a formé beaucoup de policiers qui font la fierté du corps. Reportage commandant Morikaba, correspondant de la police nationale. En visitant les écoles nationales de police et de protection civile de Kafilia dans Bofa et de Kagbelen dans Dubreka, Damantan Albert Camara voulait toucher du doigt les réalités de ces deux centres de formation pour les hommes en noir. Les deux écoles qui s'apprêtent à recevoir de nouvelles recrues ont besoin de rénovation, d'extension et d'équipement. Nous avons essayé de voir avec monsieur le ministre pour qu'il touche du doigt les infrastructures manquantes qu'il faudrait essayer soit de rénover ou de reconstruire, notamment les latrines. Deuxièmement, tout ce qui concerne logement, pour ce qui concerne les formateurs, nous en avons, mais pour ce qui concerne les apprenants, les élèves, il y a des travaux à refaire dans ce sens-là. Équipé de matériel ici, typiquement de matériel feu de forêt, qui permettent donc d'équiper des pick-up, qui permettent en niveau feu de forêt, feu de brousse, d'équiper ces matériels en tonnes, en dévidoir et en motopompe de manière à pouvoir assurer l'extinction des feux de brousse. Que ce soit à l'école de Kafilia ou celle de Kagbelin, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a eu droit à des visites guidées. Toutes choses qui ont permis au patron de la sécurité d'évaluer les besoins de ces deux centres de formation. Cette école a vocation à devenir une école de formation initiale pour les policiers et la protection civile, alors que celle qui est à Kagbelé sera celle de la formation continue pour ceux qui sont déjà en poste. Donc c'est toutes ces missions qu'il va falloir mettre en rapport avec l'infrastructure, les équipements, et donc nous sommes venus voir exactement de quoi il s'agissait pour pouvoir ajuster l'offre qui a été faite par les différentes sociétés qui vont intervenir sur ce site. Pendant la traversée, le ministre de la Sécurité a échangé avec les agents au niveau des barrages filtrants pour la gestion du coronavirus. Partout, il les a rappelé leur mission de faire respecter les mesures barrières afin de couper la chaîne de contamination entre Conakry et les villes de l'intérieur. Et puis les premières pluies enregistrent déjà quelques dégâts. Dans la nuit du vendredi dernier, une tornade a touché l'Institut national indépendant des droits humains. Pas de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont considérables. Reportage Amadou Baïlobari. Conakry enregistre des cas de sinistres liés à la saison de pluie. L'un des exemples, c'est bien celui enregistré au siège de l'Institut national indépendant des droits humains, dont la toiture a été totalement décoiffée avant de subir un autre choc sous le poids d'un arbre déraciné à la suite d'une tornade. La nuit du vendredi, à 21h15, il y a eu la tornade qu'on a sentie et je suis sorti m'arrêter à la porte d'entrée, là où vous voyez là. On a entendu le bruit assourdissant qui est tombé sur le bâtiment, où se trouve exactement le bureau du premier vice-président, Yassine Diallo. De là jusqu'à 22h, le reste du bois est tombé de l'autre côté du mur. Les occupants de cette institution lancent un appel à double facette pour faire face à ce genre de situation. Nous avons constaté qu'effectivement qu'il y avait un dégât très important
parce qu'il y avait un vieillard qui était dans la cour d'un voisin qui s'est abattu sur le bâtiment et ça a causé des dommages importants, ça a défoncé la toiture et c'est ainsi que le bureau du premier vice-président Yassine ainsi que du second vice-président Mara ont été complètement inondés. Il faut noter que beaucoup de quartiers de la ville de Conakry constituent des zones à haut risque de sinistre pendant les saisons pluvieuses. Stop Covid en 60 jours. Le tour de la capitale est bouclé. Les foyers suspects acceptent volontairement le programme de confinement. L'idée, c'est de rompre complètement la chaîne de propagation de la maladie. La Guinée et l'UNICEF pilotent le projet. Mamadi Terna Kamisoko. Depuis le 8 juin dernier, la lutte contre le Covid-19 est entrée dans sa phase décisive en Guinée avec l'adoption d'un nouveau plan de riposte. La campagne de mobilisation sociale est en cours dans les différentes localités touchées. L'UNICEF, chef de file des partenaires techniques et financiers, est au cœur des actions en cours. Et ce n'est pas tout. Nous travaillons sur la stratégie avec l'ANSS. L'autre dimension, c'est la dimension communautaire. Nous travaillons avec l'ANSS pour mobiliser les communautés au plus bas niveau, que ce soit les familles, les chefs de quartier, les chefs de secteur, le maire, les gouverneurs. Ça, c'est le pilier le plus important, parce que tu peux avoir une stratégie très solide, mais si au niveau communautaire, tu n'as pas les poteaux qui soutiennent cette stratégie, ça risque de ne pas marcher. L'objectif est d'offrir aux familles victimes et aux élus locaux des moyens leur permettant de couvrir la période des 14 jours de confinement. Un appui apprécié par l'ANSS qui interpelle les communautés à la base à un sursaut. Aujourd'hui, quelle est la situation? C'est vrai qu'on a une tendance du taux de positivité par rapport au nombre de testés. Mais il y a d'autres indicateurs qui sont au rouge. Sur les nouveaux cas détectés, seuls 30% acceptent d'aller au centre de traitement. De telle enseigne, notre taux d'occupation des lits que l'État a mis à notre disposition tourne autour de 40 à 50%. La différence, où ils sont dans vos quartiers. Et beaucoup de gens les couvrent. Il y a encore des ménages qui refusent même de recenser les contacts. Il y a encore des ménages qui refusent l'accès à nos agents de santé. Si vous ne nous aidez pas à ce que ces ménages-là acceptent qu'on vienne prendre leur température, faire le suivi, ça, la transmission communautaire ne sera pas interrompue. L'autre volet de l'intervention de l'UNICEF dans la lutte contre le Covid-19 en Guinée est la mobilisation des ressources financières. Des actions qui viennent conforter le pays pour un contrôle rapide de la maladie. Et pour terminer, la journée mondiale du don de sang, c'était le 14 juin dernier, une célébration sur fond de crise sanitaire. Cependant, des étudiants de la filière pharmacie ont accepté d'alimenter la banque sanguine nationale, un geste pour sauver des vies. Younous Atawel Kamara. Après les agents de la Croix-Rouge guinéenne, c'est au tour de l'association des étudiants en pharmacie de Guinée de venir faire le don du sang au Centre national de transfusion sanguine de Donka. C'est la suite logique de la célébration de la journée mondiale du don de sang du 14 juin dernier. Un geste humanitaire qui vise à doter le Centre national de transfusion sanguine de sang sécurisé en vue de sauver des vies humaines dans les structures sanitaires du pays. Nous savons combien de fois le sang est important pour une vie humaine et chaque fois dans les hôpitaux nous constatons les personnes qui sont souvent victimes, qui sont souvent dans le besoin de ce sang, combien de fois ils souffrent et quels sont les montants qu'ils dépensent pour vraiment se procurer de ce sang. C'est pourquoi le 14 juin étant la journée internationale de don de sang, l'association a jugé nécessaire de contribuer à cette fête en donnant gratuitement le sang de ses membres pour sauver des vies humaines. Cette association a réuni les 3 universités pour que tous ensemble, étudiants en pharmacie, nous puissions aider la population guinéenne. En cette période de crise sanitaire en Guinée, les donneurs du sang se font rares au Centre national de transfusion sanguine. C'est pourquoi cette autre action de don du sang de la part de l'Association des étudiants en pharmacie de Guinée est vivement saluée
par les responsables du centre. Aujourd'hui, c'est l'association des étudiants en pharmacie qui nous vient aussi en aide. Ça veut dire que la population est en train de comprendre les difficultés que le Centre national de transfusion sanguine est en train de traverser et que les gens se mobilisent pour nous aider à juguler cette difficulté-là. L'Association des étudiants en pharmacie de Guinée est une structure qui regroupe les étudiants de 3 universités de la capitale. Il s'agit de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, de Kofi Annan et de la Source. L'objectif est de jouer sa partition dans le processus de collecte du sang enclenché par le CNTS afin de permettre au Centre national de transfusion sanguine d'avoir une quantité suffisante de sang en vue de sauver des vies dans les hôpitaux et autres structures sanitaires du pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur le www.rtgcoloma.info. Bonsoir et à demain.